Bonjour, merci d'être présent à cette deuxième journée de notre symposium sur l'hôpital du futur. On va reprendre aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, un certain nombre de thèmes, en particulier un certain nombre de défis qui ont déjà été plus ou moins mentionnés hier dans des présentations pour certaines plus générales. Donc là, on va rentrer un peu dans les détails, y compris tout ce qui concerne les problématiques autour de recentrage sur la recherche clinique en particulier, qui, comme on l'a entendu, une priorité. On a entendu aussi beaucoup hier si j'en faisais comme ça la synthèse rapidement, d'allusions ou même d'informations sur le problème de la formation des personnels. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital du futur, ce sera les personnels de l'hôpital du futur, les personnels soignants, les personnels de soutien. Et toute cette évolution, bien sûr, va nécessiter de la formation de manière à mieux positionner l'hôpital par rapport à ces défis et éventuellement, comme on en discutait à l'instant, une fidélisation des personnels. Et en fil rouge de tout ça, on a bien entendu que l'intelligence artificielle était un des éléments clés éventuellement dans ces réorganisations, dans ces formations, dans ces nouvelles professionnalisations. Son intégration, elle est incontournable, en particulier pour l'hôpital. Donc ce sera le thème sur lequel on va commencer. Et je vais passer immédiatement la parole à mon collègue Hugues Deté, que je remercie, comme les autres hier, pour m'avoir soutenu dans la mise en place du programme de ce symposium, et qui va présenter Claire Biot, qui est notre première keynote de la journée. Merci. Merci Philippe, je suis très heureux de vous accueillir donc, pour cette deuxième journée de l'hôpital du futur et vous présenter donc notre deuxième keynote, Claire Biot, donc, qui a changé son titre. Hein. Son titre était IA et jumeaux numériques, et là le jumeau numérique a disparu. Donc on va parler de l'IA. Et par ailleurs, ses affiliations ont été aussi modifiées, puisqu'elle était vice-présidente des industries de la santé chez Dassault Systèmes, et ses nouvelles fonctions depuis quelques jours ou quelques semaines, si j'ai bien compris, c'est qu'elle est directrice des ventes pour les grands comptes. Et donc nous sommes très heureux d'avoir cette spécialiste française de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé qui va, je crois, nous éclairer et stimuler, j'en suis sûr, une longue discussion. Claire ? Bonjour à toutes et à tous. Merci, un grand merci au Collège de France, au professeur Sansonetti, professeur Deté, pour cette invitation et pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec vous. Quelques mots pour commencer. Je vais vous présenter très rapidement Dassault Systèmes et vous allez voir que je vais vous brosser un panorama très large de ce qu'est l'IA dans l'hôpital du futur. Mais en France, en général, quand on entend Dassault Systèmes, on pense Dassault et donc on pense aux avions. Et de fait, nous sommes une spin-off. Nous sommes nés de chez Dassault Aviation, puisqu'en 1981, des ingénieurs ont fait un modèle 3D d'une aile d'avion. Et Marcel Dassault a compris toute la valeur qu'avait ce modèle 3D, bien au-delà de Dassault Aviation et même de l'aéronautique. Et donc, je dirais, si je dois vous résumer Dassault Systèmes d'un mot, notre croyance profonde, c'est que les jumeaux virtuels permettent d'étendre et d'améliorer le monde réel. Et on va y revenir tout à l'heure, et c'est en fait une approche qui est tout à fait compatible et très complémentaire de celle de l'intelligence artificielle à l'ère de ce qu'on appelle les industries world model. Et donc, quelques mots, on est né en 1981. Le modèle 3D d'un morceau d'avion est venu créer ensuite les pièces du puzzle se sont assemblées pour créer une maquette digitale numérique complète de l'avion. Ensuite, on a introduit le temps dans l'équation et on a inventé ce qui s'appelle le Product Lifecycle Management. Et en 2020, pour être vraiment très rapide, nous avons décidé d'accélérer notre investissement dans le domaine de la santé. Et donc, c'est parfois trop peu connu, mais Dassault Systèmes, aujourd'hui, fait 22% de son chiffre d'affaires dans l'industrie de la santé, essentiellement avec des industries de santé aujourd'hui, entreprises pharmaceutiques, entreprises de la medtech. On va entendre parler de robots chirurgicaux plus tard dans la journée. Tous les robots chirurgicaux sont conçus avec nos solutions. Et nous avons aussi l'ambition de servir l'écosystème de manière plus large, et notamment les soignants à l'hôpital, mais aussi avoir une connexion directe avec les patients.
Voilà, j'en dis pas plus sur Dassault Systèmes à ce stade et je rentre directement dans le sujet de l'intelligence artificielle dans l'hôpital du futur. J'ai compris que hier, ça a été un fil conducteur de la journée. On voit bien que cette intelligence artificielle, elle bouscule le modèle de l'hôpital, que ce soit l'hôpital public ou l'hôpital privé. Pourquoi, si je dois le résumer, et puis après je vais vous donner des exemples plus précis, on voit il y a des opportunités majeures, mais aussi des challenges. Dans les opportunités, je dirais il y a 3 grandes familles. C'est une capacité à augmenter les soignants. Et quand on pense qu'en France, il va y avoir un déficit, il va y avoir 160 000 postes à pourvoir d'ici 2030, qu'il s'agisse de médecins, infirmiers ou autres personnels soignants, c'est un point important. D'autre part, on sait aussi que la digitalisation de l'hôpital aujourd'hui, elle s'est faite en abîmant, on va dire, les conditions de travail des soignants. L'utilisation du dossier patient est la cause de la moitié des burn-out pour les soignants. Et donc, il y a beaucoup d'espoir que l'IA facilite et change la manière dont les soignants vont aborder les outils informatiques qui sont à leur disposition. Deuxième grande opportunité, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le value-based care, on va dire améliorer le résultat de santé pour les patients. Là, quelques chiffres. Aujourd'hui, l'espérance de vie en France, elle est en moyenne de 82 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé de 71 ans. Et l'espérance de vie en bonne santé progresse moins vite que l'espérance de vie globale. Donc il y a vraiment un enjeu à améliorer cette espérance de vie en bonne santé et aller chercher des résultats de santé pour les patients. J'ajouterais un coût soutenable pour les systèmes de soins, et on va y revenir puisque ça fait partie des challenges pour l'IA. Troisième aspect, on voit bien que si on quitte cette approche populationnelle mais qu'on pense à un patient donné, l'IA apporte la promesse de vraiment démocratiser l'accès à ce qu'on appelle la médecine de précision. Donc c'est le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de médicaments ou de compagnons diagnostiques qui vont obtenir leur autorisation de mise sur le marché avec un label médecine personnalisée ou médecine de précision. Mais on attend aussi de l'IA qu'elle permette d'ajuster un parcours de soins à un patient donné. Maintenant, quelques mots sur les challenges. 4 grandes familles de challenges. Aujourd'hui, la cybersécurité d'abord. On voit une hausse du nombre de cyberattaques aujourd'hui partout dans le monde avec, pour le domaine de la santé, un risque de fuite de données et de paralysie du système de santé. Je vous ai mis quelques exemples sur cette slide. Les 2 premiers concernent des sujets de santé pas directement liés avec l'IA. CGDIM en France récemment, 15 millions de patients impactés par une fuite de données. Heureusement, très peu des données de santé, davantage des données administratives, mais néanmoins, une crainte que des données de santé aient été partagées. Et à l'échelle des États-Unis, Change Healthcare, la fuite de données, donc c'est un assureur aux États-Unis. Ils ont une empreinte telle qu'on pense que ce sont 190 millions de patients qui ont été impactés par cette fuite de données. Troisième exemple, qui est lui directement lié à l'IA, mais qui n'est pas dans le domaine de la santé, heureusement, Salesforce, qui a été fait l'objet d'une tentative de ce qu'on appelle hacking sur leurs outils de gestion de la relation commerciale. Et en fait, il y a eu une technique de ce qu'on appelle indirect prompt engineering. Donc, il y a des prompts qui ont été utilisés pour aller chercher de l'information dans les systèmes d'IA de Salesforce. Deuxième grand challenge, la souveraineté des données de santé. En France, on a un cadre qui a été établi clairement dès 2018 avec ce qu'on appelle la certification hébergement des données de santé, HDS en abrégé, qui s'applique dès lors qu'on va stocker des données de santé. Néanmoins, une problématique aujourd'hui, dès lors que les données sont stockées sur ce qu'on appelle des clouds, donc dans des nuages, si on utilise ce qu'on appelle des hyperscalers, donc les grandes structures cloud, et notamment fournies par des hébergeurs américains, alors les données qui sont stockées sur ces clouds vont être soumises à ce qu'on appelle l'application des lois extraterritoriales, et notamment le Cloud Act, ce qui soulève des enjeux de souveraineté juridique. Qu'est-ce qui se passe si le gouvernement américain demande à un des hyperscalers de fournir les données qui sont hébergées sur ces serveurs, qu'elles soient en Europe ou aux États-Unis? Le risque est que l'hyperscaler doivent appliquer la loi américaine et donc fournir les données au gouvernement américain. Ça pose donc des questions de confiance entre le citoyen et le régulateur. Troisième grand volet, l'interopérabilité des données. Je renvoie à une publication récente de France Biotech qui a estimé que les coûts directs et indirects du manque d'interopérabilité pour les données de santé en France s'élèvent à 1 milliard d'euros. Les coûts directs, c'est le fait que pour chacun des logiciels, quand vous voulez le connecter, les logiciels qui sont utilisés à l'hôpital aujourd'hui,
Si vous voulez les connecter à un autre logiciel, vous allez devoir développer des interfaces et ça a un coût. Et les coûts indirects, c'est parfois des projets qui sont financés mais non déployés face à l'incapacité à mettre en œuvre ces coûts directs. Et on sait que le législateur est attentif à ça. Donc, il y a un projet de loi européen qui s'appelle l'EHDS, donc European Health Data. Bref, l'EHDS, qui adresse ça. Un point d'attention, c'est que ce texte, il adresse le flux, les nouveaux logiciels qui vont être mis en place à l'hôpital, mais on sait qu'il y a un stock important de logiciels déjà installés pour lesquels il conviendrait d'accélérer l'interopérabilité. Dernier volet, c'est un aspect plus économique. Quel est le modèle d'affaires qui va se trouver derrière l'IA ? Aujourd'hui, on sait qu'un logiciel qui va avoir un impact sur une décision médicale, il doit avoir une autorisation de mise sur le marché, un marquage CE, donc c'est réglementé. Mais aujourd'hui, la manière dont l'Europe et donc la France abordent ces marquages est très fragmentée, donc ça a un coût important. Et par ailleurs, une fois que vous avez ce marquage, ça démontre que vous êtes sûr et efficace, mais ça ne donne pas les clés du remboursement. Et aujourd'hui, on voit, et vous avez quelques dépêches, mais je pense que tout le monde dans la salle a conscience du fameux trou de la sécurité sociale. On a un enjeu de financement de notre système de soins. Et là, on a des solutions qui arrivent. Et je dirais, comme on a un stock d'offres de soins qui est très coûteux, notre système de santé a parfois du mal à absorber le flux. Parce que si on veut contenir la dépense, soit on fait baisser le stock, soit on bloque le flux. Et en France, parfois, on assiste au fait que c'est ce flux de nouvelles innovations qui est bloqué. Donc, encore une slide d'introduction, et après, je vais rentrer dans des cas d'usage plus précis. La courbe de gauche, elle est très intéressante, je trouve. Elle vous montre la vitesse d'adoption de technologies en fonction du temps. Donc, vous avez le nombre d'années en abscisse et le nombre de soignants qui vont utiliser une technologie en ordonnée. Et donc, là, en beige, vous avez l'adoption des solutions d'assistants de consultation. Donc, on voit qu'en moins de 2 ans, il y a 80% de soignants qui se sont mis à adopter ces solutions, alors même que pour les vagues précédentes, comme le dossier patient informatisé, il avait fallu plus de 7 ans et 30 milliards de dollars de subventions du gouvernement américain pour arriver à ce résultat. Donc on voit que la vague de l'IA générative, elle arrive à l'hôpital de manière beaucoup plus rapide et avec une adoption beaucoup plus forte que les vagues précédentes. Et à droite, vous avez un extrait d'un rapport du BCG qui regarde les domaines qui vont être le plus impactés par l'IA générative et qui classe le domaine de la santé en 3e position en termes de poids, mais en première position en termes de vitesse d'adoption. Donc on voit qu'il y a un potentiel rattrapage du secteur de la santé par rapport à d'autres secteurs grâce à l'IA générative. Donc face à ça, quel est le panorama des cas d'usage à l'hôpital ? J'ai pris la définition large d'un hôpital, et notamment un CHU, qui va être une structure non seulement de soins, mais aussi d'enseignement et de recherche. Et donc les exemples que je vais donner vont couvrir d'abord le parcours de soins, en étant centrés sur le parcours de soins du patient, depuis l'évaluation de l'état de santé du patient à la consultation, diagnostic, décision médicale, traitement et suivi du patient. Mais aussi le fait que ce soin, il se passe dans un contexte opérationnel qui doit être maîtrisé, donc toute l'organisation autour des soins. Et puis on terminera par quelques exemples dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Et pour être précise, comme le temps m'est compté, j'ai prévu de discuter tous les domaines qui sont en bleu sur cette diapositive, donc je vais faire l'impasse sur l'assistant à la navigation chirurgicale et le monitoring des patients, puisque ces sujets seront couverts par d'autres orateurs plus tard dans la journée. Voilà. Est-ce que le menu vous convient ? Merci. Alors, rentrons un peu plus dans les détails. Premier cas d'usage, donc on est au début du parcours de soins d'un patient et on voit avec l'IA qu'arrivent ce qu'on appelle des assistants de triage. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des compagnons qui vont permettre soit à un patient de renseigner son état de santé et de pouvoir prendre une décision sur le type de médecin à consulter, ou pour des soignants dans un hôpital de pouvoir guider des patients qui arrivent à l'hôpital pour prioriser les cas les plus graves. Notre vision, comment est-ce qu'on voit ce type d'assistant se déployer dans l'hôpital du futur ? Ces assistants vont être utilisés de manière de plus en plus fréquente
à la fois par les patients, mais par les soignants, justement, pour accélérer la priorisation et la prise en charge des patients à l'entrée du parcours de soins. Maintenant, quelles sont les raisons d'y croire? Quelles sont les premières preuves de concept? À chaque fois, vous verrez qu'il y a quelques références en termes de publication et un résumé. Et puis après, je vais vous parler des challenges. Publication. On a aujourd'hui des démonstrations de preuves. Il y a 2 exemples assez différents. Le premier ici, c'est dans la maladie de Fabry. Donc, on est dans le cas d'une maladie rare où la publication a démontré qu'on avait une amélioration du diagnostic pour ces patients avec une maladie rare. Et le deuxième, il s'agit de pouvoir stratifier mieux des patients qui sont atteints de maladies cardio-métaboliques. Donc, il y a des preuves de concept, on va dire, de l'utilisation de ces assistants de triage. En revanche, on voit qu'il n'y a pas de miracle quand on passe à l'échelle, et notamment, j'attire votre attention sur 2 publications récentes dans Nature Medicine. La première, elle prend le point de vue des soignants. Et donc là, à large échelle, il y a des grands modèles de langage qui ont été utilisés pour pouvoir trier de manière large des patients à l'entrée à l'hôpital. Et de manière assez inquiétante, en fait, on voit que dans 52% des cas, on a des faux négatifs, c'est-à-dire des patients qui sont en urgence vitale ou qui devraient être pris en charge rapidement et à qui l'outil va dire aux soignants, ça peut attendre 24 à 48 heures. Et à l'inverse, on a des faux positifs aussi. Dans 65% des cas, on va avoir des patients qui n'avaient rien de grave et qui vont être priorisés. Donc on voit que l'algorithme a du mal des 2 côtés, aux 2 extrêmes. Deuxième exemple, c'est du point de vue des patients. Et là, pour le coup, les patients, quand ils utilisent des modèles qui sont des modèles, on va dire, généralistes, on voit que la fiabilité du diagnostic est vraiment... ou la fiabilité du tri va être nettement moins bonne. Donc, modèle prometteur, mais pas encore au point. Si on avance dans le parcours de soins, on va arriver à l'assistant de consultation. Donc, c'est quoi cet assistant de consultation? Il va permettre à la fois la transcription des consultations, des comptes rendus médicaux, mais aussi la création de synthèse médicale et synthèse clinique, et potentiellement aller jusqu'au codage. Donc, le codage, c'est une activité financière à l'hôpital, mais en même temps, elle est directement liée à l'état de santé du patient. Donc, on a choisi de le grouper ici sous cette appellation d'assistant de consultation. Notre vision, c'est que ces assistants de consultation, ils vont vraiment être utilisés de manière très fréquente par les médecins, avec l'idée que ce sont des assistants qui doivent permettre de rendre du temps médical de qualité aux soignants pour avoir du temps de qualité avec leurs patients. Et d'ailleurs, quand on regarde les raisons d'y croire, la première publication d'Anjama qui est citée sur la droite de cette diapositive, c'est une évaluation de l'utilisation de ces assistants de consultation sur la qualité de vie des soignants. Et cette publication, elle démontre très clairement qu'il y a beaucoup moins de charge mentale et un taux de burn-out plus faible chez les soignants qui utilisent cette solution par rapport à des soignants qui ne vont pas l'utiliser. On a aussi une publication d'Anjama qui démontre qu'il peut y avoir une productivité financière. La publication qui est citée ici montre que pour les médecins qui utilisent un assistant de consultation, ils arrivent à augmenter de 0,8 patients par semaine le nombre de patients qu'ils vont soigner avec une amélioration de leurs résultats financiers. Cela étant 0,8, vous allez me dire c'est peu, et je dirais dans les challenges, si le credo de l'hôpital, c'est de dire je déploie ces solutions parce qu'elles doivent me permettre d'améliorer la productivité, alors on va avoir un frein à l'adoption, puisque très clairement, les 2 publications que je cite en haut à droite de cette diapositive montrent que le gain en termes de productivité, il est relativement modeste, en moins d'1 minute par patient, 22 minutes par jour. Donc je dirais que ces assistants de consultation, il faut davantage les regarder comme une manière d'améliorer la qualité, les conditions de travail des soignants, et on en a grandement besoin à un moment où on a de moins en moins de soignants à l'hôpital. Si j'avance maintenant, on a donc un patient qui a été pris en charge par le système de santé, qui a fait une consultation, et donc il s'agit de poser un diagnostic. Je dirais que pour poser le diagnostic, l'IA a déjà apporté beaucoup, et l'IA générative apporte davantage. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cet assistant de diagnostic? L'IA, elle va rechercher une meilleure précision du diagnostic et un gain de temps pour les soignants. Et donc, notre vision, c'est que ces assistants de diagnostic, ils vont être capables d'intervenir à large échelle
à travers de multiples indications et de manière multimodale. Ça, c'est le futur des assistants de diagnostic. Quelles sont les raisons d'y croire ? La première publication qui est listée dans le Lancet va plutôt regarder des outils d'IA, on va dire, classiques. La publication que je cite, elle est intéressante parce que c'est un vrai essai contrôlé randomisé sur un nombre très important de femmes. On est dans le cadre de la détection du cancer du sein et mammographie. Sur plus de 100 000 femmes, l'impact de l'IA a été mesuré. 29% de cancers en plus ont été détectés sans avoir davantage de faux positifs et avec 30% de gains de temps pour les médecins. Donc on voit vraiment une démonstration de preuve assez forte. Maintenant, qu'apporte l'IA générative et la génération des grands modèles ? Là, vous avez un exemple, une publication dans Nature qui date de début 2025. C'est l'Université de médecine de Stanford qui a créé un modèle qu'ils ont appelé MUSC en abrégé. Je vous laisserai sourire de cette appellation. Et en fait, ce modèle multimodal, il est capable d'agréger à la fois des textes cliniques et des images, que ce soit de la radiologie ou de la pathologie, pour proposer un diagnostic avec une très bonne interface de questions-réponses avec le médecin. Et donc, ils ont fait cette démonstration de preuve. En revanche, il reste des challenges. Et là, je vous ai mis une méta-analyse publiée dans European Radiology très récemment qui montre que les résultats d'évaluation médico-économique sont assez variés. Il y en a d'abord assez peu, 31 études seulement, et se concentrent parfois sur les coûts directs ou la fiabilité du diagnostic, mais pas vraiment sur, par exemple, l'amélioration de la productivité dans les structures d'imagerie qui vont générer du diagnostic. On voit aussi qu'en général, la répartition géographique est biaisée. C'est beaucoup des données qui viennent des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc il y a une démonstration d'impact médico-économique qui reste à faire. Et par ailleurs, on voit aussi que pour l'adoption de l'IA générative, il va y avoir des freins réglementaires. Aujourd'hui, les structures de réglementation, elles sont habituées à évaluer des outils d'IA pour, on va dire, une indication, une modalité. Or, l'IA générative apporte cette approche de pouvoir regarder plusieurs indications et plusieurs modalités à la fois. Et donc, les outils réglementaires vont devoir s'adapter pour permettre la diffusion de ces technologies. Si on avance maintenant, quid de l'aide à la décision médicale ? Donc là, l'idée, c'est d'apporter aux médecins une aide à la prescription, une aide à la planification d'un traitement ou d'une intervention chirurgicale. Et donc notre vision, c'est que vraiment, là, on est vraiment au cœur de la médecine de précision, proposer le bon traitement au bon patient au bon moment. Y a-t-il des raisons d'y croire ? Deux publications assez différentes. La première qui est dans le cadre du soin primaire et qui se situe c'est la deuxième que je vais commenter en premier, au Kenya. Et donc, il y a une démonstration d'efficacité de ce type de solution pour vraiment proposer le bon traitement aux patients en approche primaire. Deuxième publication, ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on parle d'aide à la décision, on commence à voir apparaître le mot jumeau numérique. L'idée, c'est que ces jumeaux numériques, si on veut pouvoir donner une décision personnalisée pour un patient, ils doivent être personnalisés et actualisés régulièrement, mis à jour régulièrement. Maintenant, quels sont les challenges ? Aujourd'hui, il y a un niveau de preuve qui reste relativement faible. Donc là, c'est une publication dans Nature Medicine qui date de mars 2026. On voit que sur l'utilisation de l'IA pour la décision médicale, sur 4600 études qui ont été revues, seulement 1000 vont aller chercher des données de patients réels et seulement 19 utilisent un essai contrôlé randomisé. Donc on est encore sur un niveau d'évidence faible. Et par ailleurs, une question qui est posée dans le New England Journal of Medicine, on voit que lorsqu'un modèle est utilisé pour prendre une décision médicale, si une nouvelle information arrive sur l'état de santé du patient, le LLM va avoir plus de mal à revoir sa décision qu'un médecin. Donc il va avoir plus de mal à s'adapter à des nouvelles données qui arrivent, sans doute par excès de confiance dans la première analyse qui a été faite. Je vais faire une pause ici et faire un commentaire important. En fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, dans le parcours de soins du patient, de plus en plus on quitte les modèles généralistes et on va arriver sur des modèles qui sont spécialisés. Et en fait, d'une certaine manière, on passe, et pardon pour l'anglicisme, des world models aux world models.
Et en fait, la première vague, je dirais, d'IA générative, elle a appris à lire. Donc on a donné des quantités de textes importants à des modèles. Et à partir de là, ils ont été capables de prédire les phrases les plus logiques. La même chose avec des images. Mais quand on est en santé, d'une certaine manière, si on veut pouvoir faire des prédictions fiables, il y a un enjeu important à comprendre fondamentalement la biologie qui se cache derrière l'état de santé d'un patient. Et là, on commence à être au cœur du credo de Dassault Systèmes. Et on rejoint les jumeaux numériques. En fait, un world model, c'est quoi ? C'est une représentation du monde qui va en fait mettre en modèle la compréhension qu'on a du monde, ces lois de la physique, de la biologie. Pour prendre un parallèle, je peux donner à un LLM 30 millions d'images de galaxies. Si je lui donne suffisamment d'images, cet outil va être capable de créer pour une vidéo qui va me montrer des planètes qui tournent autour du Soleil sans avoir compris les lois de la gravité. C'est potentiellement suffisant pour faire un film marketing. En revanche, si je veux comprendre comment vivre sur Mars, c'est sans doute ennuyeux d'utiliser ce type de modèle, parce qu'il ne sera pas assez fiable. Et donc, dans le domaine de la santé, on a vraiment besoin de passer des modèles de mots, les world models, à la compréhension du monde, à sa représentation, les world models. Et de ce point de vue-là, la capacité d'un jumeau numérique, c'est de capitaliser dans un modèle dans une représentation qui est partageable, la compréhension qu'on a du monde à un temps donné. Et donc, on se retrouve vraiment dans les fondamentaux de Dassault Systèmes. Maintenant, comment se fait le pont avec le monde réel et l'IA ? En fait, le modèle, il va permettre de faire des prédictions. On va capturer ensuite des données dans le monde réel qui sont des données de vie réelle ou des données pendant un essai clinique qui vont permettre de comprendre si le modèle est fiable ou s'il faut l'ajuster. Et on va faire des boucles, des allers-retours vertueux entre le monde virtuel et le monde réel. J'ajouterais une dimension importante dans le domaine de l'IA générative. D'une certaine manière, le facteur limitant pour entraîner les modèles, c'est la capacité à avoir des jeux de données de qualité. Et donc, si j'ai un jumeau numérique fiable de l'état de santé, de la question que je cherche à poser, alors je peux générer des jeux de données à l'infini qui vont être des environnements dans lesquels je vais pouvoir entraîner mon IA. Donc, si je prends le parallèle des robots sans aller dans les robots de santé, aujourd'hui, quand on veut entraîner un robot humanoïde, il faut qu'on lui donne des tas de situations, des tas d'escaliers à monter et à descendre, etc., pour qu'il s'entraîne. Et on est limité par le nombre de situations réelles auxquelles on a accès. Grâce aux jumeaux virtuels, je peux générer à l'infini des situations dans lesquelles entraîner mon IA. Donc, c'est vraiment la manière dont nous abordons l'intelligence artificielle au sein de Dassault Systèmes. Et donc, je vais vous présenter un exemple. Un projet qui est un projet de recherche qui est mené par Dassault Systèmes en collaboration avec 7 instituts hospitalo-universitaires, le CHU de Nantes, l'INRIA et des startups. Un projet qui s'appelle MediTwin et qui vise à créer des jumeaux numériques pour améliorer la pratique médicale. Et on cible 3 aires thérapeutiques avec l'idée de créer 7 jumeaux numériques différents dans des situations spécifiques bien déterminées. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces jumeaux numériques ? On cherche à faciliter la collaboration au niveau de l'équipe soignante, entre différents soignants qui vont intervenir sur un patient, mais aussi avec le patient, grâce à une représentation de l'état de santé du patient qui va être capitalisée dans un jumeau virtuel personnalisé mis à jour du patient, à partir de sources multiples, ça peut être de l'imagerie, ça peut être de la biologie ou d'autres, et ça vise à permettre une amélioration du diagnostic et de la décision médicale. Donc l'idée, c'est de pouvoir tester différents scénarios pour un patient et de permettre cette décision médicale. L'ambition du projet, c'est pas seulement de démontrer la faisabilité technique de ce projet, mais c'est aussi de définir comment on peut passer à l'échelle. Donc c'est à la fois des notions de validation clinique, démonstration de preuves, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a assez peu dans la littérature, et trouver le bon modèle d'affaires pour être capable de diffuser ces jumeaux virtuels partout à l'hôpital. Et donc l'enjeu, ce sera de mesurer des bénéfices pour l'équipe soignante, des bénéfices pour le patient et des bénéfices pour le système de santé en tant que tel. Donc je dirais qu'il y a une dimension d'évaluation clinique, évidemment, mais il y a aussi une dimension d'évaluation médico-économique. Et donc je vais vous montrer en image à quoi ça ressemble. Dans cette démonstration, nous suivons le docteur Elina Carver, lipidologue, qui souhaite présenter son patient Robert Morgan en staff de cardiologie afin d'optimiser la prise en charge de ses facteurs de risque cardiovasculaire. Le docteur Carver se logue à la plateforme collaborative
et a accès à sa liste de patients. Elle peut ouvrir la page du patient Robert Morgan et voir les derniers courriers, compte rendu de consultation, et va générer une nouvelle synthèse en vue du staff meeting qui est planifié. L'IA sélectionne les documents médicaux dans le dossier patient et génère automatiquement un rapport pour le staff meeting. Le médecin peut le vérifier et le publier. Dans ce rapport, on retrouve ces pathologies actives, par exemple une dyslipidémie mixte sévère, et on peut la sélectionner pour avoir une vue des risques cardiovasculaires, ainsi que les objectifs et derniers résultats. On peut également, en sélectionnant la cardiopathie ischémique, avoir une vue du jumeau virtuel 3D et naviguer dedans, sélectionner le score calcique et voir le cœur bouger en 3D. On peut également avoir une vue des calcifications et ajouter des commentaires, les publier et revenir à la vue 3D. Le cas du patient est ensuite discuté en staff meeting avec les autres praticiens et avec pour support le rapport qui a été créé, suite à quoi un résumé de ce qui a été dit est capturé et une décision est générée et ajoutée au rapport. Le médecin peut ensuite visualiser l'aperçu de la page patient qui a été mis à jour avec les données de ce rapport et peut visualiser une timeline avec les données du patient et peut ouvrir un examen, par exemple ici, un rapport de laboratoire. Suite à la décision qui a été prise en staff meeting, le Dr Carver va contacter le Dr Morel, son assistant, pour lui proposer d'effectuer la réévaluation précoce car elle ne sera pas disponible dans les 6 prochains mois. Le Dr Carver et le Dr Morel peuvent donc collaborer dans la plateforme dans le contexte du patient Robert Morgan. Le médecin pourra ensuite revoir le patient pour lui partager ce qui a été dit, et le patient aura accès à son application pour visualiser ses rendez-vous à venir et des informations sur sa prévention cardiovasculaire. Avec par exemple ici, ses risques cardiovasculaires. On permet donc ici une génération de rapports cliniques par IA générative intégrés en toute sécurité dans la pratique quotidienne, une collaboration fluide entre praticiens et une vue fédérée des données patients préservant la souveraineté et la conformité. Voilà, donc cette démonstration, elle met, on va dire, en lumière, elle donne un exemple de 3 des cas d'usage dont j'ai parlé tout à l'heure, l'assistant de consultation, l'assistant de diagnostic, l'assistant d'aide à la décision médicale, et ça vous montre aussi une potentielle interface avec le patient. Maintenant, si j'avance dans ma présentation, le parcours de soins du patient, c'est quelque chose, mais l'environnement dans lequel le soin va être donné et la capacité d'organiser l'hôpital de manière efficace pour rendre un résultat de santé au patient, c'est critique aussi, et là aussi on voit des apports de l'IA. Donc on va voir apparaître un assistant de gestion opérationnelle du soin, on va dire, qui permet à la fois de piloter la gestion des lits, le planning des salles d'opération et le parcours de soins des patients. Quelques raisons d'y croire, et ça repose à la fois sur de l'IA classique et de l'IA générative. Pour le premier papier qui est cité, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2023 sur 22 études qui datent des 4 années précédentes, 2019-2023, sur l'impact de l'IA sur la durée de la chirurgie, des soins post-opératoires et l'annulation d'interventions chirurgicales. L'efficacité a été démontrée pour cette solution d'IA. En revanche, les enjeux d'accès aux données et de respect de la vie privée sont soulignés dans l'étude. Dans la deuxième publication, on a un focus sur la prédiction de la durée de séjour pour améliorer la gestion des lits, et on voit qu'il y a un taux d'erreur qui est 2 fois moindre quand une solution d'IA est utilisée. En revanche, dans les challenges qui sont listés, la publication que j'ai mise en référence ici, c'est que la confiance est un facteur clé d'adoption pour l'utilisation de ces solutions, et on voit qu'il y a de multiples barrières pour mettre en place cette confiance, notamment quelle est la gouvernance des données de santé au sein de l'hôpital et quels sont les cadres réglementaires et juridiques qui s'appliquent. Là aussi, Dassault Systèmes joue. Je vous mets quelques vignettes et je ne prendrai pas le temps de commenter trop longuement, mais je dirais que la manière dont on intervient dans cette organisation des soins, c'est à la fois la gestion des plannings et le parcours de soins du patient, l'adaptation des espaces à des situations de crise, la maîtrise de la qualité de l'air pour éviter des contaminations croisées
On a une belle publication avec l'hôpital Saint-Louis, que je cite pour Hugues, et la capacité aussi à aider les patients à améliorer leur expérience en leur permettant de tester en réalité virtuelle certaines situations avant d'être à l'hôpital. Et donc, pour des raisons de temps, je vais avancer et m'acheminer vers la conclusion de ma présentation. Je vais dire quelques mots de l'utilisation de l'IA et des jumeaux numériques pour l'éducation et la recherche. Donc, j'ai un exemple que je vais jouer rapidement sur la formation. En fait, tout à l'heure, je vous parlais de représentation dans le jumeau numérique et d'une certaine manière, la discipline médicale, c'est à la fois des connaissances, mais aussi des savoir-faire. Et ces savoir-faire, ils n'existent pas sur une feuille de papier, ce sont des gestes, ce sont des savoir-faire qu'il faut être capable de diffuser. Et donc, pour nous, le jumeau virtuel, c'est une manière exceptionnelle de pouvoir transmettre ces connaissances et ces savoir-faire de sachants à une nouvelle génération ou à des médecins qui cherchent à acquérir un nouveau geste médical. Et donc, je vais vous montrer une collaboration faite avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Les 30 premières secondes sont en anglais, mais ensuite, on sera en français. Since last year, we've had the honor to work in close collaboration with Professor Patrick Nataf, who helps us shape our immersive experiences applied to healthcare, and more specifically to heart surgery. We want to create useful immersive experiences to ultimately train surgeons faster and keep patients safer. If we tackle this very demanding field, our technology should be transferable to all other domains. We developed exciting and memorable immersive apps for training and communication, demonstrated successfully from our labs up to the prestigious National Academy of Medicine. We now want to go one step further in surgeon education. Expert surgeons can identify immediately a damaged artery, and they can locate it instantly on a real heart thanks to years of training. But this is not a trivial task for novice surgeons like Nicholas. In this example, we have identified a stenosis on the coronarography of the patient. How can we locate it in 3D? We trained an AI to identify the link between reality and 3D by generating synthetic data from the twin of the patient. And now we can automatically identify where precisely we can operate. But how can we perform surgery on this hard-to-access area? After the patient's departure, Nicholas is thinking about the best way to proceed. He needs to access a hard-to-reach area of the heart. He teleports himself inside the V+ or twin of the operating room. In this immersive simulation, he can rehearse his gestures as much as he wants. But he needs to be reassured. He calls Professor Patrick Nataf for advice. The avatar of his mentor teleports inside the virtual operating room. Si tu veux faire un pontage coronaire et notamment atteindre l'artère circonflexe, tu dois luxer le cœur. Et pour luxer le cœur, il faut que tu apprennes à le faire. Tu as tes mains et tes mains vont te permettre de luxer le cœur. Tu vas prendre ton cœur dans la main, tu vas faire le mouvement que je te montre à ce moment-là. Là, on est en circulation extracorporelle, c'est-à-dire que le cœur est flasque et vide sang. Donc on va le modeler, on va l'attraper et on va profiter du fait qu'il soit flasque pour le luxer et le tourner progressivement de façon à exposer la face latérale du cœur et voir l'artère circonflexe. Tu vois le mouvement que je fais? J'appuie sur le cœur et je tourne progressivement et là, je luxe mon cœur pour voir l'artère circonflexe sur laquelle je vais faire l'anastomose avec mon artère mammaire interne. Vas-y, je te montre un petit peu, là, vas-y, tu montres, et là, tu vois bien qu'on voit la circonflexe. Je peux faire la rotation de l'autre sens? Ah non, là, attention, tu tournes du côté droit, donc ça va pas. Retourne du côté gauche, la circonflexe est à gauche, et là, tu la vois parfaitement bien. Bon, maintenant qu'on a montré tout ça, tu vas faire toi-même la manipulation, parce que moi, je dois partir. Bon, vous avez compris, j'avance pour m'acheminer vers la conclusion. Quelques mots sur l'IA dans la recherche. Les hôpitaux sont des structures de soins, mais aussi d'enseignement et de recherche.
J'avais envie de vous partager un exemple qui a été qu'on a fait en collaboration avec des hôpitaux. On est dans la recherche clinique et la capacité à utiliser des données issues d'essais cliniques historiques pour générer ce qu'on appelle des bras de contrôle externes ou bras de contrôle synthétiques. Donc là, j'ai pas le temps de m'apesantir, mais c'est la première démonstration de preuve qu'on a faite avec Friends of Cancer Research et publiée, qui montre que ces bras de contrôle externes, quand ils sont bien maîtrisés sur le plan statistique, peuvent être tout à fait similaires à un vrai bras de contrôle dans le cadre d'un essai clinique. Et donc ça permet à des hôpitaux, dans le cadre de projets de recherche, de poser des questions de recherche et d'y répondre. Donc là, je vous ai mis un poster qui a été présenté à une conférence d'hématologie en 2024 et qui a été fait avec plusieurs hôpitaux dont vous voyez les logos sur la slide. La question qui était posée, c'était est-ce que quand on soigne un patient avec une thérapie cellulaire CAR-T, on crée un plus grand risque d'hémopathie secondaire ou de cancer secondaire. Et donc, on a créé un bras de contrôle externe pour tester cette hypothèse et la publication démontre qu'il n'y a pas de risque aggravé de faire un cancer secondaire lorsqu'on a un traitement par CAR-T par rapport aux autres traitements qui existent sur le marché. Et donc, avec ceci, il est temps pour moi de conclure ma présentation. Donc, je vous ai donné un aperçu des opportunités de l'IA dans l'hôpital du futur. 3 grandes familles d'opportunités. Améliorer, étendre les capacités des soignants et des médecins, aller vers des meilleurs résultats de santé pour les patients et la démonstration de valeur et vers une médecine de précision qui permet d'avoir le bon traitement au bon moment pour le bon patient. On a couvert une grande partie du parcours de soins et on a abordé aussi les aspects organisationnels de l'hôpital et les activités d'enseignement et recherche. Mais tout au long de ma présentation, j'ai pu aussi souligner certains des challenges pour voir l'adoption de l'IA à grande échelle, notamment des aspects de cybersécurité, de souveraineté des données de santé, d'interopérabilité et de modèles économiques. Merci pour votre attention et il est temps pour moi d'ouvrir les questions.